Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Adolescence, maltraitance et placement. Dirigé par Michel Van Oeland. La collection Histoire de résilience propose de rendre compte d'histoires de personnes qui ont su résister et se construire face à une expérience de vie difficile telle que la maltraitance, la maladie, le deuil. La collection s'intéresse aux vécus difficiles du côté des savoirs, des processus de résistance et de construction. Elle est ouverte autant aux jeunes qu'aux adultes, aux professionnels qu'aux non-professionnels. Les histoires de résilience peuvent être l'objet d'un travail à plusieurs voix. À une seule voix, à deux voix, entre un auteur et un facilitateur d'histoire, à différentes voix dans un cadre institutionnel par exemple de foyer de l'enfance. Les histoires de résilience peuvent se présenter sous diverses formes. Histoire de vie, compte-rendu scientifique mais aussi histoire fictionnelle de résilience avec notamment des contes. Livre paru. Van Oeland Monsieur, 2011, Maltraitance psychologique et résilience. Approche psychosociale et biographique. Paris L'Harmattan. Van Oeland Monsieur, ed. 2009, Histoire de résilience au foyer de l'enfance, Paris L'Harmattan. Carré J. et René BL 2009, Parcours d'adolescent résister et se construire en foyer de l'enfance, Paris, L'Harmattan. Adolescence, maltraitance et placement. Méthode d'éducation biographique pour la résilience. Chez le même éditeur. Van Oeland Monsieur, 2011, Maltraitance psychologique et résilience. Approche psychosociale et biographique. Paris L'Harmattan, 240 pages. Van Oeland Monsieur ed. 2009, Histoire de résilience au foyer de l'enfance, Col. Histoire de résilience, Paris L'Harmattan, 183 pages. Carré J, René BL et Van Oeland Monsieur, 2009, Parcours d'adolescent résister et se construire en foyer de l'enfance, Col. Histoire de résilience, Paris L'Harmattan, 60 pages. Van Oeland Monsieur, 2008, Les contes du sac percé. 6 petites histoires de résilience. Paris L'Harmattan. 64 pages. Van Oeland Monsieur 2006, Maltraitance communicationnelle. L'histoire communicationnelle dans les récits d'enfance maltraités, Paris. L'Harmattan. 303 pages. Van Oeland Monsieur, 2005, La troisième personne. Maltraitance, résilience et interaction verbale. Analyse psychosociolinguistique de témoignages. Paris L'Harmattan, 348 pages. Van Oeland Monsieur Dir, 2005, Psychosociolinguistique. Les facteurs psychologiques dans les interactions verbales. Paris L'Harmattan, 208 pages. Van Oeland Monsieur, 2002, La parole émergente. Approche psychosociolinguistique de la résilience. Parcours théorico-biographique. Paris L'Harmattan, 278 pages. Van Oeland Monsieur, 2000, Analyse critique du travail langagier, du langage taylorisé à la compétence langagière. Paris L'Harmattan, 247 pages. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 96 158 6. EAN 9 782 296 961 586. Introduction. L'adolescent maltraité placé en institution, foyer de l'enfance, MEC, peut avoir développé une résilience avant son placement puisqu'un. Le placement est consécutif d'une situation de maltraitance et de. La résilience se développe face à ce type de situation. Comment évaluer, promouvoir, soutenir cette résilience pendant le placement? Comment faire en sorte que le placement ne soit pas perçu comme une situation de stress, générant des stratégies dysfonctionnelles d'ajustement l'entraînant vers une rupture de résilience ou encore vers des conduites transitoires inadaptées? Comment faire en sorte que le placement en foyer de l'enfance, par exemple, qui est un placement d'urgence, d'évaluation et d'orientation, dans un temps relativement court, puisse être le lieu de l'évaluation et l'orientation de l'adolescent résilient?
Comment faire en sorte que le placement en internat éducatif spécialisé, MEC, qui peut être plus long, participe à cette construction identitaire? Tout d'abord, il y a à connaître cette résilience passée et ensuite à la travailler pendant le placement. D'un point de vue psychosocial, la résilience de l'enfant-adolescent psychologiquement maltraité correspond à un processus de construction psychologique, de définition et formation de soi, une personnalisation qui aboutit à une compétence. Dit autrement, face à un événement de vie, la maltraitance psychologique familiale, l'enfant-adolescent met en place, à partir de ses ressources, un ensemble de stratégies de construction, les stratégies de personnalisation. Ceci a pour issue une compétence, la compétence d'apprentissage. À l'âge adulte, différentes voies sont possibles pour retravailler son vécu d'enfant maltraité, parmi lesquelles se trouve celle du récit fictionnalisé de l'enfance maltraitée résiliente. Qu'il soit sous forme d'une autobiographie réalisée seule, ou sous forme d'une histoire de vie réalisée avec un tiers, la narration écrite ou orale a pour particularité de retravailler les stratégies passées, de les transformer en ressources biographiques pour soi et les autres. La narration écrite ou orale a cette particularité parce que celui qui raconte, à l'écrit ou à l'oral, s'érige en humain, en une personne digne d'être entendue, comme le contraire de ce qu'il a été dans la maltraitance. La narration favorise l'expression de son émotion, sa position d'humain dans le langage, le travail de son identité dans un champ socioculturel et relance le projet de soi. D'un point de vue psychosocial et biographique, Van Oeland, 2011, la résilience de l'adulte ex-enfant maltraité s'exprime dans le récit de vie, écrit ou oral, parce que ce récit met en acte un processus de personnalisation qui aboutit à une capacité, la capacité à donner forme à son expérience biographique de maltraitance. Dans la mesure où les adolescents résilients ont parmi leurs capacités de résilience, celle qui consiste à parler d'eux, et dans la mesure où le récit de vie est utilisé auprès d'adolescents placés, Abel, 2000, et auprès d'adolescents scolarisés, de Laurie Momberger, 2002, à travers le principe d'une éducation biographique, alors une éducation biographique pour la résilience est proposée. Elle a pour objectif de développer la capacité de l'adolescent à donner forme à son expérience biographique, ici, de maltraitance et de placement, c'est-à-dire de transformer son savoir biographique et ses stratégies de résistance et de construction en ressources. Dans le contexte de la protection de l'enfance, cette action éducative biographique répond à la socialisation et la régulation de l'émotion, puisque la personnalisation est complémentaire à la socialisation et les stratégies émotionnelles font partie de cette personnalisation. Pour leur permettre de dépasser d'éventuelles stratégies dysfonctionnelles, de transformer leurs stratégies passées, pour relancer leur résilience, une action éducative selon le principe d'une pédagogie de projet est proposée à des adolescents volontaires. Participer à un projet, celui de réaliser et publier un livre d'histoire fictionnelle de résilience dont l'objectif est de travailler les stratégies passées, celles de enfance maltraitée résiliente, et ou présente, celles du placement, à partir du récit de leur vécu et du travail sur ce récit pour en faire une histoire fiction. Le présent ouvrage expose cette méthode de travail biographique. Un choix a été fait concernant la présentation de la méthode afin que le lecteur puisse soit aller directement à la définition de la méthode et à ses différentes phases, soit lire la progression de l'application de la méthode auprès de deux adolescents. Ainsi, dans la première partie, se trouve la définition psychosociale de la résilience-personnalisation dans le premier chapitre, et dans le second chapitre, la présentation synthétique de la méthode d'éducation biographique pour la résilience développée en foyer de l'enfance ou en MEC. La deuxième partie propose, quant à elle, les différentes phases de travail de la méthode d'éducation biographique. Phase 1 de préparation à la production de l'histoire, phase 2 de production de l'histoire, phase 3 de révision-réécriture et phase 4 de socialisation. Le lecteur trouvera dans les troisième et quatrième parties l'application de la méthode auprès de deux adolescents. Ainsi, la troisième partie est plutôt centrée, d'un point de vue éducatif, sur l'évaluation de la transformation des stratégies à partir des différentes phases de travail, alors que la quatrième partie porte sur l'évaluation réalisée par les professionnels et adolescents avant, pendant et après la méthode d'éducation biographique pour la résilience. C'est dans cette partie que les adolescents sont présentés par les professionnels. Ces deux parties présentent la manière d'évaluer le travail,
et la présence des stratégies de personnalisation. Ces deux parties doivent être envisagées sous l'angle d'une démarche qualitative de recherche-action. Elle se termine par une synthèse générale sur la transformation effective des stratégies des adolescents par la méthode d'éducation biographique pour leur résilience. Pour comprendre les exemples, le lecteur peut avoir besoin de se munir des deux ouvrages 1. Histoire de résilience en foyer de l'enfance, Van Houland, ed. 2009, dans lequel se trouvent les histoires réalisées par Romain et Carré et René, Van Houland, 2009, dans lequel se trouvent les textes de Jim Carrey. Le choix de pour Romain et Jim Carrey s'appuie sur leurs nombreuses et différentes productions, et sur leurs présentations différentes par les professionnels. La méthode d'éducation biographique pour la résilience est une méthode de promotion et de soutien de la résilience, entendue comme résilience-personnalisation. Ce qui est proposé dans cet ouvrage doit servir de guide et non de modèle à suivre à la lettre, puisque toute pédagogie de projet doit non seulement s'adapter à la situation rencontrée, et aussi permettre à l'adolescent de suivre son propre projet de construction de compétences. Ainsi, s'il y a une éducation socialisante avec un principe essentiel, la fictionnalisation du récit du vécu, et des étapes incontournables dans les rencontres avec les différentes séquences, à l'intérieur de celles-ci, l'adolescent doit pouvoir se personnaliser. Partie 1. Définition. Chapitre 1. Définition de la résilience-personnalisation. 1. Le modèle intégratif de la résilience-personnalisation. La résilience peut être abordée selon un modèle intégratif psychosocial. Face à un événement de vie qu'est la maltraitance, l'individu met en place un processus transactionnel à partir d'un ensemble d'antécédents, ce qui a pour issue une compétence spécifique. Ce processus transactionnel ou domaine de résilience est un processus de personnalisation. La résilience à court terme, celle de l'enfant-l'adolescent, et la résilience à long terme, celle de l'adulte, s'appuie sur ce type de modèle. La différence entre le court terme et le long terme réside dans la nature même du processus et dans celle de la compétence. Le processus de résilience à court terme est un effort de personnalisation avec personnalisation par contrôle et invention, alors que le processus de résilience à long terme, dans et par le récit, est un processus de personnalisation-totalisation. 2. La résilience à court terme pour l'enfant-adolescent. 2.1 L'événement de vie, la maltraitance psychologique 3. La maltraitance psychologique correspond à un ensemble de pratiques parentales psychologiquement violentes, c'est-à-dire psychologiquement aliénantes du point de vue de l'identité. Ces pratiques sont en rapport avec l'espace, le temps, les relations, la communication et les projets. L'enfant perd ou est menacé de perdre son identité d'humain et d'enfant, mais aussi de fils et filles, de garçons et filles, d'élèves, de membres d'une famille restreinte et élargie, de sujets communicants autorisés et ou capables d'utiliser telle ou telle langue, telle ou telle manière de parler, autorisés à bouger de telle ou telle manière, à utiliser, avoir, disposer des objets, des lieux et des temps personnels et collectifs. Il y a menace identitaire, à travers le dépouillement-dépôt social. L'enfant peut se sentir perdu, abandonné, dépossédé. Son identité physique, grammaticale et juridique, celui qui dit « je » et qui porte un nom, son identité ethnique, nationale ou régionale ou encore son identité sociale, celle des rôles sociaux et culturels sont atteintes, menacées. Ceci s'actualise dans des pratiques en rapport avec le projet existentiel, projet scolaire, projet professionnel. La place de l'enfant-adolescent dans les relations familiales. Les membres de la famille, fratrie, parents, grands-parents, autres. La nature des relations familiales. Lien conjugal, lien affectif entre les enfants et les parents, entre les enfants, entre les autres membres. Les relations familiales et extra-familiales. La famille entretient des relations extra-familiales. L'enfant et les relations familiales et extra-familiales, interdites, contraintes. La place de l'enfant-adolescent dans la communication familiale. La place de la communication, langue de l'enfant dans la famille. La place de la communication avec d'autres mauvais traitements. La place de la communication non verbale. La nature de la communication avec l'enfant. Rejet, terrorisme, etc. Et la nature structurale de la communication, séquences interactionnelles, actes de langage.
O. La construction de l'identité de l'enfant adolescent via l'usage des termes d'adresse, prénom, surnom, termes de relation, insultes. La place de l'enfant adolescent dans le cadre spatio-temporel familial. O. Espace contraint, restreint, interdit, à occuper, à s'occuper, surveiller. O. Le rapport au temps est distordu. Le temps des activités, emploi du temps et activités scolaires, des fêtes, anniversaires, etc. Le temps quotidien, nuit, matin, repas, lever, coucher, etc. Le temps en fonction de l'état de l'adulte. Il faut rappeler ici que la maltraitance psychologique peut être une modalité à part entière ou encore faire partie des autres formes de maltraitance, Durning et Fortin, 1996. 2.2 Le processus de personnalisation de l'enfant adolescent. Face à une situation familiale de maltraitance psychologique définie en termes de pratiques parentales psychologiquement aliénantes du point de vue de l'identité quant au rapport à l'espace, au temps, aux relations, à la communication et au projet, la résilience de l'enfant adolescent est une résilience, personnalisation, la personnalisation apparaissant comme le contraire de l'aliénation TAP, 1988. La résilience, personnalisation est un processus dynamique de construction et d'affirmation psychologique. Il permet l'articulation de plusieurs processus d'apprentissage, de connaissance et de formation de soi et de stratégie, coping, positionnement identitaire et projet. Il est basé sur l'interaction des facteurs environnementaux et socio-démographiques et des facteurs individuels, tous ces facteurs ayant pour issue à la fois des effets biologiques et somatiques, émotionnels et psychologiques, et socio-cognitifs tels que la compétence d'apprentissage biographique. La personnalisation est la quête du pouvoir agir, d'avoir des objets, de donner du sens, d'avoir des valeurs et des normes, d'être autonome et de pouvoir se réaliser. TAP, 1988. Lorsque l'enfant adolescent se sent perdu, abandonné, dépossédé, désorienté, il cherche à compenser ce qu'il a perdu, à restaurer sa propre identité, à redorer son ambition, à réintégrer son corps doublement mis en souffrance. La personnalisation est une construction dynamique identitaire. Après une phase d'évaluation cognitive importante consistant à déterminer la nature de la pratique parentale en termes d'effets pour sa santé, ses compétences, son environnement personnel et social et consistant aussi à envisager les ressources disponibles pour faire face, l'enfant adolescent met en place des stratégies de coping, positionnement, projet et identitaire. Les stratégies de coping, dans la personnalisation, sont les stratégies qui se mettent en place dans le face-à-face avec l'adulte maltraitant pour tenter de résoudre le problème, modérer l'impact et réguler l'émotion. Elles comprennent des stratégies d'apprentissage. Les stratégies de positionnement familial se situent aussi dans le face-à-face avec l'adulte maltraitant, et au sein du cercle familial où se déroule la maltraitance. Il s'agit de l'action dans le rôle de fille-fils, garçon-fille, élève que définit le parent. Ces stratégies découlent des stratégies de coping dès lors que le vécu s'installe, qu'il y a eu apprentissage et réussite dans une stratégie de coping. Toutefois, pour ne pas plonger dans une situation elle aussi aliénante puisqu'il y a construction d'une identité négative, l'enfant développe des stratégies identitaires qui ont pour finalité de lui prouver son existence de manière positive. La définition des stratégies identitaires, Camilleri, 1996, retenue est celle qui porte sur la définition de soi, le maintien, la préservation ou l'augmentation du degré de valorisation de soi. En effet, elle vise la reconnaissance de son existence. Les stratégies identitaires se déploient non dans le face-à-face avec l'adulte maltraitant, mais dans une situation extérieure, c'est-à-dire dans une interaction avec des pairs, la fratrie ou d'autres enfants, et ou avec des adultes qu'ils soient ou non de la famille de l'enfant, elles ont donc directement à voir avec la socialisation. Enfin, les stratégies de projet se déploient en même temps que les stratégies de coping, elles comprennent les projets existentiels, scolaires, professionnels et personnels. Il s'agit tout autant de développer le projet de soi en termes de projet de vie, que de développer les autres projets lorsque ceux-ci sont dénigrés, contrecarrés. Ainsi, les stratégies de coping comprennent des ajustements centrés sur le problème identitaire dans l'espace, le temps, les relations et la communication. Il s'agit d'un coping plutôt du côté cognitif. Apprendre, s'approprier les normes relationnelles, communicationnelles et celles en rapport avec le cadre spatio-temporel.
O. Rechercher de l'information sur la situation, sur le parent, grands-parents, photos, conversations, en comparant la situation avec d'autres situations, en recherchant la cause des comportements de l'adulte. O. Planifier ses actions, intervenir au bon moment, notamment selon l'humeur de l'adulte. O. Interpréter les paroles de l'adulte maltraitant en étudiant ses réactions et les réactions des autres, et en restant centré sur le sens et non sur l'affect. O. Analyser la communication non verbale de l'adulte pour prévenir l'orage. Ensuite, se développe aussi un coping centré sur la régulation de l'émotion suscitée par les différents contextes aliénants. O. Résignation. Résignation pour l'école sur la relation. O. Fuite, fuguer, détaler, se cacher, déguerpir. O. Distraction, aller dans la nature, lire. O. Maîtrise de la manifestation de ses émotions. Pas de pleurs, de grimaces, de soupirs. O. Manifester ses émotions pour influencer l'autre, pleurer. O. Entendre ce qui se dit, et se boucher les oreilles pour ne pas entendre. O. Entendre ce qui se dit, et aller chercher la définition dans le dictionnaire. O. Entendre ce qui se dit, et penser que cela se répète, que c'est un refrain, une rengaine. Il existe aussi un coping religieux. Les stratégies de positionnement 4, quant à elles, réfèrent à différents rôles que l'enfant adolescent doit prendre ou cherche à prendre. O. Le rôle stéréotypé. Le devoir-être et la stricte conformité aux attentes et aux modèles, faire comme cela est demandé. O. Le rôle comme masque. Le paraître et le compromis plus ou moins lucide, d'intention opportuniste et manipulatrice, la ruse, le mensonge, le compliment, la feinte. O. Le rôle refuge et la prise de rôle de style protecteur, ne plus parler ou parler, s'occuper de la fratrie. O. L'idéal personnel, le vouloir être et l'expression de son moi profond, vouloir être aimé, vouloir être et rester soi. O. Le rôle redéfini, c'est chercher à s'octroyer le statut de locuteur, refuser changer la relation parent-enfant, à travers les termes de relation, les insultes par exemple. Les stratégies identitaires ont pour but d'acquérir une identité positive personnelle et sociale, à travers différentes actions. O. Tentative de préservation de ses codes et de ses apprentissages antérieurs à la maltraitance. O. Constitution, maintien d'un réseau relationnel. O. Contournement de l'espace du temps, créer fréquenter un autre espace-temps. O. Alternance conjoncturelle des différentes normes. O. Retournement sémantique, accepter et défendre l'assignation identitaire par exemple. Identité ethnique dénigrée dans le cas d'enfants étrangers adoptés. O. Recomposition identitaire, se renommer, changer de statut dans la fratrie, devenir l'aîné. O. Identification catégorielle des normes, des statuts et rôles. O. Identification de maîtrise et d'accomplissement. O. Action collective, dans le cas de fratrie ou entre pairs. O. Influence d'un référent, humain-animal, présent ou non. O. Rapport identitaire au savoir scolaire, à d'autres savoirs. Enfin, les stratégies de projet se mettent en place pour envisager le soi primordial, le soi à venir dans un futur proche et lointain, le soi ici et ailleurs, le soi d'hier, d'aujourd'hui et de demain. O. Comparer les situations, le présent et le passé, envisager l'avenir, formuler un serment sur l'être ou le faire à venir, école, projet professionnel, existentiel. O. Anticiper, planifier sa journée, ses actions, se mobiliser, réajuster son projet lorsque celui-ci est contrarié, dénigré, espérer, rêver. O. Efforts cognitifs et comportementaux pour repenser le soi d'hier, le soi futur, pensée, écriture, discours. 2.3 L'issue pour l'enfant adolescent. Au moment de la sortie physique de la maltraitance, il n'y a pas pour l'enfant adolescent résilient de désorientation spatio-temporelle, le mai 1993, de troubles du langage et de la communication, Blagueur et Martin 1996. L'enfant adolescent a au contraire développé une compétence d'apprentissage biographique. Elle renvoie à la capacité à apprendre et à améliorer ses apprentissages en lien avec la réalité vécue, à savoir les différentes pratiques parentales. Cette compétence est issue des différentes stratégies puisque chacune des stratégies renvoie à un processus d'apprentissage. Concernant la stratégie identitaire reliée à la socialisation, cette stratégie qui est l'incorporation volontaire de normes, de statuts et de valeurs d'un groupe aboutit à plusieurs apprentissages spatiaux, temporels, relationnels et communicationnels.
La stratégie de projet comprend intrinsèquement l'apprentissage puisque le projet scolaire suppose d'apprendre, d'augmenter ses ressources pour pouvoir réaliser ce projet. Le projet de soi primordial est aussi un apprentissage puisque résister, c'est aussi apprendre à vivre, développer certaines valeurs. Les apprentissages réalisés sont des apprentissages biographiques, c'est-à-dire en rapport avec la réalité spatiale, temporelle, relationnelle, communicationnelle et sur les projets. Les stratégies de coping relèvent de l'apprentissage, puisqu'il s'agit de développer des stratégies pour augmenter ses ressources mises en danger par la situation de maltraitance. De même, les stratégies de positionnement renvoient à l'apprentissage de rôle, parent-enfant. Ce sont des apprentissages biographiques, puisqu'ils sont en rapport avec la réalité vécue. De ces apprentissages naît une expérience biographique de Laurie Momberger, 2005, puisque l'enfant adolescent a transformé une situation en un ensemble de savoirs. Il a fait une expérience car il a catégorisé, étiqueté, analysé, décrit une situation. Cette expérience entre dans la réserve de ses savoirs biographiques, autrement dit dans sa mémoire autobiographique. Il y aura à les transformer, c'est-à-dire à transformer ces savoirs biographiques réfléchis en savoirs plus abstractifs afin qu'ils deviennent une ressource. Dit autrement, il aura à transformer ces savoirs de sa mémoire autobiographique vers des savoirs vers sa mémoire sémantique, transformer une expérience en connaissance pour soi et les autres. C'est ce que fait l'adulte ex-enfant maltraité lorsqu'il écrit son récit d'enfance maltraitée résiliente. La résilience à long terme pour l'adulte écrivant. L'adulte écrivant ex-enfant maltraité donne forme dans et par le récit d'enfance maltraitée résiliente à son expérience biographique de maltraitance selon deux aspects. Il transforme son savoir biographique réfléchi en savoir biographique abstractif d'une part, et d'autre part, le récit transforme ses stratégies en ressources biographiques. Autrement dit, il développe une capacité à donner forme à son expérience biographique de maltraitance, et ce, de deux façons. Dans et par le récit, l'adulte transforme son savoir sur la maltraitance en tant que pratique familiale, son savoir sur lui du point de vue des relations et sur les activités qu'il a dû développer. En effet, selon une approche en termes de rapport au savoir, Charlot 2002, il a développé un savoir apprentissage objet, activité et relation. Le savoir-objet renvoie à la maltraitance lorsque par exemple, l'adolescent se considère comme un enfant battu, maltraité. Le savoir-activité découle des apprentissages des différentes pratiques parentales. Savoir maîtriser une activité comme le désherbage, le ménage, la cuisine autrement dit en rapport avec les pratiques spatiales et temporelles. Le savoir-relation est le savoir sur les relations et la communication avec l'adulte maltraitant. Ainsi, lorsque le récit part d'un concept, maltraitance ou résilience, ces savoirs d'enfant passent d'un fonctionnement cognitif réfléchi à un fonctionnement cognitif abstractif, Chevrier et Charbonneau 2000. L'adulte transforme son savoir-objet, il tend vers une connaissance déclarative. De plus, il transforme ses stratégies passées en ressources, c'est-à-dire il transforme son processus de personnalisation passée en un nouveau processus qui aboutit à cette capacité. Le récit est processus de résilience. Ce travail se fait, via le récit, sur la mobilisation et la nature des stratégies génériques et ou sur la mobilisation et la nature des stratégies spécifiques de ces stratégies génériques, Bruchon-Schweitzer, 2002. Autrement dit, il réutilise une stratégie générique, peut en changer la nature, et à l'intérieur réutilise une stratégie spécifique et en change sa nature ou encore utilise une autre stratégie spécifique. En effet, les stratégies de coping, identitaire, projet et positionnement sont des stratégies génériques qui comportent des stratégies spécifiques. Les stratégies de coping comportent les stratégies génériques centrées sur le problème et celles centrées sur l'émotion. Chacune comporte des stratégies spécifiques. L'une correspond à l'augmentation des compétences. L'adulte augmente ainsi, par le récit, sa capacité à communiquer et spécifiquement sa capacité narrative qui a pu être contrainte pendant son enfance. Il lui était demandé de se taire, de ne pas raconter sa journée par exemple. L'autre stratégie est l'expression clarificatrice. Le récit lui permet d'exprimer son émotion, celle qu'il a pu apprendre à ne pas exprimer. Les stratégies de positionnement sont des stratégies génériques de positionnement social ou des stratégies génériques de positionnement familial. Elles renvoient au développement de stratégies spécifiques de développement d'un
ou plusieurs personnages pendant l'enfance. Dans le récit, l'adulte passe de la stratégie de positionnement familial à la stratégie de positionnement social car il travaille dans le récit les différents personnages en développant une nouvelle position, une nouvelle stratégie, celle d'être auteur-narrateur. L'écrivain adulte ex-enfant maltraité devient un auteur-narrateur-personnage dans un récit autobiographique fictionnalisé. De même, les stratégies identitaires font partie des stratégies génériques de personnalisation à l'intérieur desquelles se trouve un ensemble de stratégies spécifiques. Il apparaît que le récit en convoque certaines, différentes de celles qui étaient convoquées pendant l'enfance. Alors qu'il a pu chercher à conquérir une identité positive avec un soutien social, dans un espace-temps différent, le récit publié lui ouvre un autre espace-temps. Un espace, champ culturel et le récit peut le faire revenir sur l'espace-temps antérieur. Le récit est enfin le travail des stratégies génériques de projet. À l'intérieur des stratégies spécifiques, l'adulte écrivain met au travail une stratégie de projet de soi pour relancer sa vie lorsque les pratiques de maltraitance psychologique ont pu aboutir au degré 0, Pinault et Legrand 2003, des événements de vie, anniversaires, fêtes, narration de ses journées, etc., et en même temps ouvre le projet de soi primordial, de Laurie Momberger 2003 pour d'autres puisque témoigner c'est et dénoncer et donc proposer une expérience biographique. Le récit de vie est souvent déclenché par un événement de vie stressant, un moment de transition qui interroge. Les questions posées par l'adulte écrivain sont alors de deux ordres. Qui suis-je ? Legrand 1993. Et que suis-je devenu ? Deux identités Dubar 2000 interroge l'identité héritée, celle du vécu familial, et l'identité attribuée, celle de la trajectoire de vie autant que celle élaborée par les discours scientifiques accessibles aux adultes. Les auteurs adultes écrivants commencent leur récit parce qu'ils rencontrent un concept comme celui de maltraitance ou de résilience, et ou des expériences de vie dans lesquelles ils ont pu utiliser une stratégie de personnalisation plus qu'une autre pour faire face et se construire. Leur récit est le moyen de retravailler leur stratégie passée, relancer leur résilience. Il constitue une expérience pour de futurs lecteurs en tant qu'écriture projet pour soi et d'autres. Cette écriture projet prend différentes formes dont celle de l'autofiction. Selon cet ensemble d'idées, une méthode d'éducation biographique pour la résilience a pour but de développer cette capacité à donner forme à son expérience biographique de maltraitance et de placement à travers un projet de livre d'histoire de résilience, afin de travailler les stratégies passées et ou présentes au moment d'une transition biographique. Pour une éducation biographique. Les pratiques et recherches pédagogiques en Allemagne, de Laurie Momberger, 2005, propose de développer une éducation biographique en milieu scolaire pour rendre les élèves conscients de leurs apprentissages, de leur rôle dans leurs apprentissages et des lieux et personnes intervenant dans ces apprentissages, lieux et personnes qui peuvent être différents du milieu scolaire, et ceci afin qu'ils développent une capacité d'apprentissage et soient acteurs de leur socialisation qui prend le sens de socialisation biographique. Ces pratiques et recherches pédagogiques doivent être rapprochées des propositions du champ de recherche biographique en éducation en France, de Laurie Momberger, 2003, et de la réflexivité dans le milieu scolaire français, Bishop, 2006. Pour la recherche biographique en éducation, il est question de développer cette capacité d'apprentissage et la compétence biographique dont la capacité à donner forme à l'expérience biographique fait partie. Ce champ de recherche biographique en éducation rappelle que dans la société actuelle, la socialisation passe par une socialisation biographique. Les individus sont sommés de parler de leur parcours sous différentes formes. Il y a socialisation biographique parce que le biographique devient un fait social. Même si cette recherche ne développe pas encore cette éducation biographique, il existe des éléments pour une éducation biographique dans le contexte scolaire français sous deux angles. Tout d'abord, il apparaît que cette socialisation biographique 5 se développe, en France, dès l'école primaire et se poursuit au collège et au lycée. De plus en plus nombreuses sont les pratiques réflexives dans le travail scolaire, Bishop 2006. Les textes officiels du primaire, par exemple, incitent les élèves à adopter des pratiques d'écriture réflexive à travers des carnets d'expériences et d'observations. Cette écriture réflexive existe dans différentes disciplines avec trois principales fonctions. Écrire pour soi, écrire pour formaliser son savoir et écrire pour le communiquer aux autres.
Lorsque l'enfant adolescent écrit pour lui-même, il s'agit d'écrit intermédiaire, Chaban 2006. Cette notion désigne les formes concrètes de l'écriture réflexive. Cet écrit intermédiaire correspond à différentes formes: la liste, le carnet d'écrivain, le cahier de pensée, le cahier de narration de recherche en mathématiques, le cahier d'expérimentation, le journal de lecture, le carnet de bord, le journal de travail et portfolio. Le terme intermédiaire signifie que ces écrits ne sont pas identifiés comme produits finis, à destination d'une lecture normée. La réflexivité se trouve aussi au collège et au lycée. Au collège, dans toutes les classes, les programmes officiels indiquent qu'il y a à développer, dans des travaux d'écriture, des récits rendant compte d'une expérience personnelle dans lequel l'élève peut y exprimer sa propre appréciation, ses émotions et ses sensations. La variation qui existe entre les différentes classes repose sur la longueur et la teneur des récits. L'expression orale consiste aussi à raconter une expérience vécue. Dans ce contexte, nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.